J'étais contrarié. La vie est partout, comme si elle avait attendu le départ des vacanciers. Tu crois qu'on peut être puni pour avoir oublié la moitié de sa vie? Tu peux pas comprendre. Les animaux se fichent pas mal de la vieillesse. Qu'est-ce que tu en sais, Louise? Allons bon, elles parlent maintenant, les bêtes. Les chiens seulement. Pour les chats, c'était trop difficile. Ils ont abandonné les recherches. Les rêves que je fais depuis quelques jours, est-ce que ce sont mes souvenirs? Ça vient comme de petites vagues mystérieuses. C'était la première fois. C'est drôle, on aurait dit que rien n'avait d'importance. Louise, tout était important. Louise en hiver, c'est d'abord une petite histoire, un petit conte que j'avais écrit dans les années 80 et qui dormait dans un tiroir depuis longtemps. Puis quand je suis un petit peu à court d'idées pour faire des films, je vais voir si j'ai pas quelque chose qui traîne par-ci, par-là. J'ai retrouvé cette histoire et je l'ai développée. Je crois, enrichi le personnage. C'était il y a une dizaine d'années. J'ai pensé à ma mère beaucoup à ce moment-là. Et puis comme j'avais pris moi aussi, j'ai commencé à avoir l'âge du personnage. Au lieu de penser à ma mère, j'ai pensé à moi, à son fils. Oui, c'est peut-être pas le plus important que ça soit personnel. Il faut que ça soit personnel pour chaque spectateur. Il faut qu'il attrape ses petits cailloux et puis qu'il les repeigne ou qu'il les fasse. Mais c'est des souvenirs d'enfance assez classiques, de l'enfance de l'immédiate après-guerre, où ma mère, sans me dire vraiment pourquoi, parce qu'à l'époque, on ne racontait pas grand-chose aux enfants, ça les regardait pas ce qui se passe. Ce qui nous permet d'avoir... ce qui nous permettait d'avoir encore plus d'imagination. Et ma mère m'a confié à ma grand-mère, qui habitait à la campagne, dans cet endroit extraordinaire qui est le pays de Caux, à côté du Tréport, le bois de Cise. Ce sont des pays extraordinaires parce que la falaise est balayée par le vent, donc rien n'y pousse, si ce n'est dans des creux de falaise qu'on appelle des valleuses et qui sont alors là occupés à chaque fois par un bois extrêmement touffu. Donc mes vacances se passaient à échapper à ma grand-mère. C'était pas difficile parce qu'elle me laissait, c'est pas comme maintenant, elle me laissait faire vraiment en toute liberté toutes les conneries que je pouvais imaginer. Et j'allais jouer dans un bois qui était fermé par des fils de fer barbelés et où il y avait des maisons en ruine bombardées et des caisses de munitions et des choses qui restaient comme ça à l'intérieur du bois. Voilà. C'est en effet une Robinsonade, mais je trouve que le personnage de Robinson Crusoe n'est pas très très sympathique. Il a un côté colonial comme ça. Il n'arrête pas de se barricader. C'est ça qui est très étrange, alors qu'il est dans un endroit qui est d'une liberté totale. Au lieu d'en profiter, il construit des barricades, des murs autour de lui. Et Louise, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que le fait de choisir de ne pas habiter sa maison après avoir été abandonnée, mais d'habiter sur la plage, en plein air, c'est ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, etc., et de façon à découvrir, malgré elle, mais ensuite elle va en profiter,
la liberté, une liberté qu'elle n'a jamais connue. Le personnage a la chance d'un petit accident qui peut arriver à tout le monde. Elle a raté son train, le dernier train de la saison dans cette station balnéaire. C'est un accident qui peut être désagréable. Et en effet, elle le prend comme quelque chose de vraiment déplaisant. Et elle ne comprend pas tout de suite la chance qu'elle peut en tirer. Et au cours du film, j'espère avoir remonté cette pente. Et à la fin, bon, bah, ça y est, elle a compris. Non, je n'avais pas une idée précise. Je n'ai jamais d'idée très précise en tête, mais j'ai un cadre. Et là, pour moi, c'était le cadre idéal pour pouvoir jouer, en effet, comme vous le dites, sur deux niveaux. Un niveau réaliste, bon, elle se fait du café, elle se construit une cabane, etc. Le quotidien. Et puis, tout ce qui l'amène à remonter en arrière dans ses souvenirs ou dans ses rêves. Ça peut être un cauchemar, ça peut être un rêve beaucoup plus agréable. Voilà. Et à ce moment-là, je crois que le spectateur, il peut passer de l'un à l'autre avec assez de souplesse, et il peut surtout, en effet, interpréter ce que le personnage va tirer de tel ou tel rêve ou de tel ou tel souvenir. Et peu à peu, on se rend compte que ça n'est pas du tout une fin de vie comme vous le pensiez, mais ça peut être au contraire un nouveau début. Donc, si le film est réussi, c'est ce qu'on doit ressentir à la fin. Mais c'est complètement ouvert, c'est-à-dire on peut aussi, le spectateur peut dire, bon, c'est mélancolique, c'est une nostalgie, etc. Mais c'est paisible, et puis voilà, on fait avec. Mais on peut le voir aussi autrement. C'est un film sur la mémoire, à condition que cette mémoire ne soit pas trop fidèle, qu'elle soit un petit peu floue, qu'elle soit musicale, qu'on puisse la peindre selon le temps qui passe et le temps, la météo, etc. Donc, pour peindre, j'ai toujours remarqué qu'en peignant, quand je fais des décors, par exemple, Louise en hiver, j'ai fait tous les décors sur papier à l'ancienne. Et quand on peint, on a une idée précise, et cette idée, très rapidement, elle se dilue, et vous ne pensez plus à rien. Vous pensez à ce que vous faites, mais vous ne pensez pas à ce qui vous fait faire cela. C'est très étrange. Alors que quand on écrit, c'est plus difficile. Elle va partir sur des fausses pistes parce qu'elle se croit abandonnée volontairement. Voilà. Et c'est le cas souvent de la vieillesse, c'est-à-dire on voit moins de gens et on se demande pourquoi ils ne viennent plus vous voir, peut-être parce que vous êtes vieux, comme si la vieillesse risquait d'être contagieuse. D'ailleurs, c'est une des pistes sur lesquelles elle va partir. Mais avant, elle va en explorer d'autres. Elle va dire, bon, ben, si je suis toute seule, bon, d'abord la grande marée, c'est la nature. La nature a fait fuir les humains, sauf moi. Pourquoi elle m'a épargné et pourquoi je vis avec les oiseaux, etc. Puis après, elle va se demander si elle n'a pas été punie. Enfin, la culpabilité de savoir, bon, j'ai dû faire quelque chose de mal. Et ça, j'aime bien partir sur des malentendus. Et le journal de bord, puisqu'on est sur le principe d'une voix off qui est donc un monologue, permet ce genre de choses parce qu'on va faire comprendre au spectateur que ce qu'elle dit peut rentrer en contradiction avec ce que l'on montre dans l'image. Et après l'avoir enregistré, je me suis rendu compte que le personnage était un peu fragile dans son dessin. Donc je l'ai renforcé,
je l'ai fait plus grosse, elle a plus de poids, et quand elle marche dans le sable, on entend ses pas qui s'enfoncent dans le sable. Ce qui est drôle, parce que Dominique Froux est une petite bonne femme toute fine, mais elle a une voix d'une force, d'une couleur extraordinaire. Et la musique, c'est énorme dans un film d'animation. La musique qui est quelque chose qui nous pénètre, comme la couleur d'ailleurs des décors. C'est quelque chose qu'il faut, selon moi, travailler de la même façon et en même temps. Je peins en écoutant de la musique et surtout je monte mes premiers dessins avec une bande musicale. Alors les premiers dessins sont en noir et blanc, mais peu à peu j'apporte des touches de couleur. Alors il y a la séquence dont vous parlez, bon, je pense que je vois à peu près la séquence dont il s'agit, donc les rouges, les bruns, les terres d'ombre, etc. étaient sans doute majoritaires. Et bon, ça fait naître des sentiments qui sont complètement différents que si vous peignez des aplats bleu tendre avec une petite pointe de vert véronèse. Et puis une musique de Daphnis et Chloé qui soit plutôt calme. Ouais, très bien. J'ai abordé ce film-là en essayant de coller à la lumière dont j'avais le souvenir sur les plages. Et au lieu d'aller faire des photos au bord de la mer, c'est souvent plus intéressant d'essayer de recréer les choses par le souvenir et non pas par la photo. Je peins sur papier, mais pour moi c'est une redécouverte parce que j'avais abandonné le pinceau depuis la traversée de l'Atlantique à la rame, depuis mes derniers courts-métrages, c'est-à-dire depuis les années 80. Et j'avais envie de m'y remettre. En même temps, Louise étant un sujet, comme on le disait, un peu plus personnel, bon, autant réduire les étapes. Donc j'ai fait les décors sur papier, mais un papier à grains. Et ce grain-là, on a réussi à le mettre sur l'animation, qui est une animation en 3D. Ce qui fait qu'on a l'impression que les personnages, eux aussi, sont peints, même en rajoutant des petits coups de pinceau par-ci, par-là. Non, la technique de la 3D a beaucoup évolué dans le bon sens. Je crois que c'est important de revenir à des choses aussi bêtes que ça. Et plus ça va, plus je rêve que la technique nous permette vraiment de faire des films de ce genre avec une liberté encore plus grande. Que l'on fasse des films comme on peint ou comme on écrit ou comme on fait de la musique. Et qu'on ne s'enferme pas dans les problèmes techniques ou des choses comme ça. Alors, je ne pense pas qu'on y soit encore, mais on progresse. En finissant Louise en hiver, j'ai préparé un autre projet avec le producteur du tableau qui s'appelle Le Voyage du Prince, où je reprends, alors là ça sera à nouveau un film d'aventure, où je reprends l'un des personnages du Château des Singes, une vieille histoire. Voilà, et puis l'autre, si tout va bien, ça sera avec Jean-Pierre Lemoulan, et dans un ton qui reviendra peut-être un peu à Louise en hiver, sur un autre souvenir d'enfance.